Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Vous êtes sur Sud Radio en ce jeudi 30 avril 2026, il est 13h04 et je reçois Céline Pina. Bonjour. Céline Pina est une femme française, libre penseuse, qui a beaucoup vécu, grande expérience politique, qui a écrit des essais sur l'islamisme. Le dernier publié, je vais redonner le titre. C'était les biens essentiels, qui datent un petit peu parce que je suis une feignante et là il faut que je me remette à écrire. Mais je vous disais un instant que les deux ouvrages ont quand même pointé des enjeux qui sont toujours d'actualité. Il y a peut-être des précisions à apporter. Oui, hélas, ils sont toujours d'actualité. J'aimerais bien dire le contraire. Mais hélas, ils sont d'actualité. Voilà. Céline Pina, je vous reçois pour faire un point à tête reposée dans le Parlons Vrai, qui est le thème de l'esprit de cette radio, sur peut-on encore débattre, discuter en France, je ne dis même plus dialoguer, peut-on débattre sans passer à l'invective, au dénigrement, à la menace, soit, et c'est souvent à gauche, si on a des doutes sur l'immigration, sur la laïcité, sur la sécurité, on bascule tout de suite dans la xénophobie, le racisme, voire le fascisme. Et puis quelquefois, sur des médias de droite, si on pense d'une certaine façon, on évite taxé d'être soumis à des lobbies ou le terme bolchevique n'existe plus, mais là aussi récupéré par le camp adverse. Non, mais il y a des termes comme gauchias, par exemple, que je trouve vraiment très désagréable. C'est le gauchias, voilà. Et c'est vrai que dans le débat qui anime aujourd'hui la disparité entre le service public, où il n'y a pas justement de diversité, et des autres médias dits de droite qui du coup font un peu la même chose, parce que, et heureusement qu'ils sont là aussi pour dire ce que le service public ne dit pas, mais on sent que c'est l'anti-croisade et finalement on est dans une confrontation et on aimerait bien établir un équilibre. Est-ce que vous pensez, Céline Pina, qu'on pourra un jour apaiser, que les médias, qu'ils soient de gauche, de droite, d'abord est-ce qu'ils auront le courage de dire qu'ils représentent une sensibilité, une obédience, donc ça facilite le dialogue, et ensuite est-ce que vous pensez sur des enjeux aussi cruciaux et aussi terribles que sont ceux de la sécurité, de la laïcité, de l'immigration, on pourra avoir un dialogue républicain et ne pas forcément avoir de l'insulte et de l'invective? Pour l'instant, non. Aujourd'hui, tel que ça se passe. Aujourd'hui, non. Et pour un certain nombre de raisons qui tiennent aussi au système médiatique dans son ensemble. C'est-à-dire que lorsque vous avez... moi, j'ai toujours rêvé d'être journaliste. Mais à une époque, journaliste, c'était un système économique qui fonctionnait. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez, vous êtes normalement quelqu'un d'extrêmement éduqué, vous avez fait des écoles, on produit énormément de journalistes qu'on met sur le marché. Or, quand vous travaillez, vous vous retrouvez dans des boulots précaires, mal payés, dans lequel le statut de pigiste est extrêmement exploité, dans lequel les techniciens eux-mêmes, il y a un abus très clair du statut d'intermittent du spectacle. On oublie cet aspect très important que vous soulignez, voilà. Le statut social du monde de la presse et des médias en général. Oui, et en fait, il y a un déclassement total du statut de journaliste, que les jeunes journalistes vivent d'ailleurs tout à fait. Dans ces cas-là, quand vous avez rêvé, quand même, le journalisme, c'est un désir de pouvoir. Mais c'est un désir de pouvoir qui est censé être lié à la quête de vérité. Et il se peut que parfois, en enquêtant, le réel contredise nos présupposés. C'est le pouvoir de quoi, Céline Pina, je vous interromps? C'est le pouvoir de pouvoir dire ce qui se passe, de pouvoir informer, de communiquer? Oui, c'est ce pouvoir de communiquer, ce pouvoir de dire, en fait, le réel, normalement. Il est là, le pouvoir du journaliste. Mais quand vous êtes complètement déclassé, qu'est-ce qui vous reste comme pouvoir et comme statut dans la société? C'est le pouvoir militant. Pas celui de dire le réel, mais celui de conforter un récit qui permet l'accession au pouvoir ou qui permet la proximité avec le pouvoir. Et il y a dans le déclassement total de la fonction de journaliste, déjà cette incitation à partir vers le militantisme. C'est très grave ce que vous dites. Vous voulez dire que souvent ces phénomènes-là sont engendrés par des frustrations. Oui. C'est une forme de frustration. Mais et on l'a de façon plus générale. Vous avez par exemple un monsieur qui s'appelle Turchin, qui a étudié la surproduction des élites et qui explique que la surproduction des élites fait que ceux-ci ne se mettent pas au service du bien commun, mais au service de récits qui s'auto-excluent les uns les autres, et qu'ensuite, la densité, la prise de pouvoir, elle se fait en prise de part de marché d'opinion publique. Vous convenez ou non que dire, comme c'était la norme à un moment donné, un vrai journaliste est un journaliste neutre, impartial, non, un journaliste a une sensibilité personnelle, il parle toujours de quelque part.
Sinon que autrefois un journaliste pouvait écouter, entendre tout, accepter toutes les idées, en débattre, même en manifestant sa divergence, mais il était dans la construction de quelque chose. Il n'était pas Aujourd'hui, quand on entend les interviews, on cherche à mettre l'invité en contradiction avec lui-même. Oui. C'est un véritable réquisitoire, ce n'est plus un interview. Oui, mais vous pouvez parler de quelque part et pour autant avoir le souci du réel et du factuel. Et quand vous avez le souci du réel et du factuel, il peut être contrariant, il peut être dérangeant, il peut être inconfortable. Et de ce fait, quand vous êtes dans une situation d'inconfortable, vous n'assénez pas. Un procureur, il est à l'aise normalement dans sa réquisition. Un journaliste, il est censé pouvoir se laisser toucher par la personne en face, il est censé pouvoir se laisser déstabiliser par un argument, et il est censé demander aux autres, non pas, j'allais dire, une adhésion idéologique, mais réellement l'irruption du réel dans la représentation. Et l'irruption du réel, ça peut être extrêmement dérangeant. Or, aujourd'hui, vous avez l'impression, pour certains journalistes, parce que c'est pas le cas de Évidemment. tous, que soit vous correspondez à une image qui est jugée légitime et à ce moment-là, votre parole est acceptée et acceptable, soit cette image crisse et à ce moment-là, c'est votre procès qui va être fait en direct. Et le but du jeu, c'est pas de sortir finalement une image assez réaliste de vous. Le but du jeu, c'est de vous diaboliser. Et cette diabolisation, elle ne peut susciter que de la haine, que du rejet et que de la violence. C'est une très très mauvaise façon d'envisager le dialogue, parce que ce n'est plus une dispute rationalisée, c'est un procès destiné à dire qui est légitime et qui doit être évacué. Et ça commence par une évacuation de la parole publique, par une délégitimation. Mais jusqu'où cette logique s'arrête, c'est ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire, on est rentré non plus dans une dialectique de la connaissance de l'autre, de l'acceptation de l'altérité, fût-ce au prix de l'acceptation d'un désaccord, mais dans finalement une logique ami-ennemi, où l'autre, quand il n'est pas d'accord avec vous, vous remet en cause dans votre existence même. C'est très clair, Céline Pina, et vous l'expliquez de façon particulièrement pédagogique. C'est formidable parce que vous dites en des mots simples, vous définissez souvent des enjeux qu'on a du mal à saisir. Pour autant, est-ce que vous convenez que le métier de journaliste, quelle que soit l'opinion du journaliste, c'est quand même de poser le problème tel qu'il est à partir des faits. Alors les faits, que sont à partir du réel, c'est quand même à l'auditeur, au lecteur, au téléspectateur, de se faire ensuite une opinion par lui-même. Le but est de lui donner les éléments de la réflexion. Et nous sommes des auditeurs libres, sans jeu de mots. On a suffisamment de libre arbitre, de connaissances et de compétences pour savoir faire la part des choses, sans qu'on nous prenne par la main et qu'on nous dise ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est vrai, mais encore faut-il qu'on vous donne des arguments et pas de la séduction. C'est-à-dire que l'argument, il est objectif, il est distancié, et il va pas vous prendre par les tripes, il va pas... par exemple, un argument... Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore possible de le faire. Je pensais par exemple le conflit israélo-palestinien. Qui a été une source de clivage terrible depuis le 7 octobre 2023. Oui, de clivage d'autant plus violent qu'il n'y a pas eu de tiers garant pour qu'à un moment donné, certains thèmes soient tranchés. Je pense par exemple, vous prenez quelque chose qui a fait exploser l'antisémitisme, qui est l'accusation de génocide. À n'importe quel moment, on aurait eu à un moment donné un arbitre du jeu qui aurait dit « il n'y a pas de génocide parce que voilà quelle est la définition d'un génocide » et de fait, il n'y en a pas. Mais il n'y a eu aucun arbitre suffisamment respecté d'un point de vue international, voire même en France nationale, pour que cet arbitrage puisse avoir lieu. Donc le tiers garant, qui à un moment donné aussi siffle la fin de la récréation, parce qu'on ne peut pas dire tout et n'importe quoi quand on est censé être dans un débat public partagé et apaisé, celui-là a disparu. Donc ce sont deux excès qui se rencontrent. Dire que c'est un génocide est un excès. Crime de guerre, il y a eu, et Elie Barnavi, ambassadeur d'Israël, l'a reconnu lui-même. Voilà. Pour autant, en face, dire qu'il y a eu crime de guerre n'est pas de l'antisémitisme, forcément non plus. Non, on mais peut j'allais dire anti-israélien ou anti-Netanyahou. Vous voyez pourquoi il faut cataloguer entre il y a génocide d'un côté et antisémite de l'autre. Le débat, il en est là aujourd'hui. Oui, mais par exemple, qui dit crime de guerre demande à ce moment-là de regarder peut-être les crimes commis dans d'autres conflits. Le problème, c'est que dans ce conflit-là, tous les mots sont utilisés, alors que dans d'autres conflits, y compris ceux
ce qu'on a mené. Je pense la manière dont on est intervenu sur Raqqa, si on dit qu'Israël a commis des crimes de guerre, alors nous avons commis des crimes de guerre aussi. Et le crime... Et en fait, j'allais dire, la guerre sans crime, elle est quand même très très compliquée. Parce que en soi, la guerre est déjà une forme de crime, est déjà une forme d'excès. Mais là où nous mettons des voiles pudiques sur, par exemple, l'action d'un certain nombre de démocraties ou d'ailleurs d'empires, dans le cas d'Israël, tous les mots sont sortis pêle-mêle. Et on ne peut pas s'empêcher de ne pas voir qu'en fait, le regard porté sur Israël est complètement différent des autres. Et à ce titre-là, étant donné qu'on a été instruit par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, on aurait dû être beaucoup plus prudent. S'il y a bien un continent, c'est l'Europe qui aurait dû être prudent sur ces questions-là. Et on a au contraire vu l'antisémitisme exploser totalement, faute en fait de tiers garants pour dire là ça va trop loin. Et quand vous n'avez plus aucune limite, plus aucune ligne rouge, ça veut dire que vous n'avez plus de commun. Nous manquons de garde-fous. Je reçois Céline Pina et on vous pose la question, est-ce que vous considérez que s'il y a eu crime de guerre, à plus forte raison génocide, vous êtes donc antisémite? Est-ce que vous considérez qu'il y a trop d'immigrés en France qui pose un problème? Est-ce que vous êtes xénophobe ou raciste? Voilà, vous êtes tous confrontés à ces anathèmes, peut-être même dans vos discussions entre amis et entre familles, dans la famille. Voilà, est-ce qu'on en doit forcément arriver à des termes excessifs et définitifs pour signifier une divergence idéologique ou une divergence politique? Vous nous appelez au 0826 300 300, Emmanuel Galasso attend votre appel et on voit que Céline Pina y répondra avec, j'allais dire, la quiétude, la sérénité et l'expérience qui est la sienne. À tout de suite au 0826 300 300. Tous ces états, Perico Légas. Je reçois Céline Pina et nous discutons avec elle doctement, mais avec beaucoup de précision et en même temps beaucoup de courage sur le fait de savoir si on peut encore débattre, est-ce qu'on peut avoir une confrontation, des divergences, des discussions politiques ou idéologiques ou confessionnelles, sans forcément passer dans le dénigrement. Céline Pina parle de diabolisation, qui est effectivement aujourd'hui ce qu'on assiste dans les débats politiques, que ce soit dans les institutions ou dans les médias. On vient tout de suite, à la formule maximale, parce que soi-même on a utilisé le terme génocide, le terme raciste, le terme, voilà. Vous disiez, là, on disait hors antenne, Céline Pina, il y avait autrefois, on parlait de garde-fous, voilà, ces codes, ces limites, les seuils qu'on pouvait pas franchir. Vous disiez, les adultes étaient portés par des valeurs qui faisaient que on faisait attention à ce qu'on disait, on réfléchissait, on demandait aux enfants, tourne 7 fois ta langue dans ta bouche avant de parler. C'est une pratique qui n'existe plus. Aujourd'hui, c'est balance ton truc tout de suite. C'est ça. En fait, l'adulte, c'était celui qui veillait sur le commun. En fait, le commun, c'est les visions partagées. Et c'était aussi celui qui faisait respecter les limites. Ça s'appelle la famille, ça, ma chère Céline Pina, en partie. Enfin, le contexte est familial, là aussi. Oui, le contexte peut être familial, ça peut être l'université aussi. Mais par exemple, le professeur de l'université fait respecter certaines limites, le politique fait respecter certaines limites. Donc un arbitre. Il y avait un arbitre. Il y avait un tiers garant qui disait « ça, c'est notre commun ». Et qui disait, passez cette frontière, vous basculez vers autre chose, et cette autre chose-là n'est pas acceptable. Et vous aviez, quand vous étiez jeune, vous poussez toujours les limites, vous allez les tester, et en général, vous aviez une sanction, vous aviez quelqu'un qui, à un moment donné, se dressait contre vous. Aujourd'hui, on maximalise la pulsion. Autrement dit, quand vous êtes hystérique, énervé, quand vous racontez n'importe quoi, on va dire « Ah oui, mais là, il est sincère. Là, il est raccord avec lui-même. » Sauf que là, c'est l'animal en vous qui parle, c'est le cerveau reptilien. C'est le droit à l'humeur. Oui, cette émission, la France dans ces états, est là justement pour capter un petit peu les humeurs de la société du pays. Les humeurs... Mais en se gardant quand même de dépasser certains seuils. Je veux dire, les humeurs, elles sont normales. Mais quand vous positionnez dans la sphère citoyenne, vous demandez de la rationalité, de la distance. Donc, vous parlez de l'humeur au positionnement. Et pour ça, vous introduisez la réflexion. Vous vous posez la question de l'acceptabilité. Et c'est dans cette distance-là que vous allez construire le lien à l'autre, parce que dans cette distance-là, dans cet écart, il y a de la place pour l'altérité. Et ça veut dire aussi que vous considérez vos opinions comme étant non existentielles. C'est-à-dire que si quelqu'un qui vous contrarie
entame ce que vous êtes, si dans la contrariété, vous voyez un amoindrissement de vous, alors effectivement, vous allez être violent. Tout dépend du seuil où je considère qu'il y a le début de l'atteinte à mon intégrité. Voilà. Oui, mais là, on voit de plus en plus des individus qui estiment que rien n'est négociable et que leur identité est absolue. Et donc, si vous y touchez, c'est un truc très drôle. Par exemple, c'est la femme voilée qui vous dit « si j'enlève mon voile, je suis nue ». C'est dire à quel point, à ce moment-là, un objet qui est un message envoyé à l'extérieur devient une partie propre de la personne. Quand les gens deviennent comme ça, oui, vous ne pouvez plus discuter parce que tout est affront. Mais le simple avertisseur sonore, le coup de klaxon peut être considéré par certains comme une atteinte à leur intégrité, d'où la crispation, la violence, cette tension qui est en permanence dans la société, la vie de tous les jours. L'individu ne supporte plus d'être interpellé, finalement, c'est ça que vous voulez dire ? Oui. Alors, un tiers garant, moi je vais vous en trouver un formidable, il s'appelle l'art républicain. Donc il y a des gens qui ont décidé, nous sommes le tiers garant, il y a l'arc républicain, chers enfants, ce qui est trop ici et trop, qui va au-delà d'ici, au-delà de là, donc de la gauche ou de la droite, c'est pas l'arc républicain, donc c'est pas fréquentable. C'est un arbitrage, vous êtes d'accord ? Non. Mais il est militant. Non, parce que c'est un arbitrage qui n'est pas fait sur les thématiques, qui est fait sur les gens. C'est-à-dire que l'arc républicain, c'est pas qu'est-ce qui est républicain ou pas. Parce qu'auquel cas, discuter de l'immigration ou discuter de la sécurité est républicain. Ça dépend après la manière dont vous la tranchez, éventuellement. Ça veut dire démocrate, on est d'accord. Voilà, tout à fait. Là, ils vous disent qui a le droit de s'exprimer et qui n'a pas le droit de s'exprimer. On est sur la personne, on n'est pas sur les idées. Et c'est exactement ce qui est en train de nous rendre tous dingues. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas ce que les gens disent, mais on dit... Puisqu'il parle de là, alors il est inaudible, alors c'est un salaud. Sans écouter le contenu de sa parole. Sur l'individu, parce qu'il a tenu de tels propos, sans réfléchir sur le contenu de ce propos. Tout à fait. Voilà. Et en fait, on disqualifie les gens en leur mettant une étiquette, facho, gauchias, par exemple, sans écouter le fond de ce qu'ils racontent et sans argumenter contre ou pour. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez des gens qui ne savent plus comment se positionner parce que par ailleurs, sur les idées, en revanche, vous avez l'impression qu'il n'y a plus aucune limite, que tous les mensonges sont autorisés et que tous les excès sont possibles. Et à la fois, vous diabolisez les individus, mais leurs paroles qui entraîne des passages à l'acte, je pense à quelqu'un comme Rima Hassan, elle n'est absolument pas contrôlée et il n'y a jamais quelqu'un pour dire mais on ne peut pas pousser les gens à l'acte en utilisant ce type de terme en démocratie. Il n'y a plus de tiers garant chez Rima Hassan. Il y en a peut-être un, mais qui l'encourage à ce moment-là. C'est un fait. En fait, il y a du camp du bien dans chaque famille politique aujourd'hui. Chacun décide de ce qui est fréquentable ou pas fréquentable, audible ou pas audible. Tout à fait, mais le problème, c'est que ça ne se recoupe plus avec un espace citoyen. Vous aviez toujours eu ça, finalement. Le débat politique, ce sont des gens qui se disputent sur comment qualifier le bien commun. Sur les frontières, ils ne sont pas forcément d'accord, mais ils restent quand même au cœur j'allais dire une fondation anthropologique qu'ils partagent. Si on prend la France, par exemple, ce serait l'idée que l'égalité des hommes à raison du même partage de la dignité humaine est fondateur de notre monde politique. Eh bien, par exemple, on fait comment quand vous avez des gens qui arrivent et qui disent « Ah ben non, les femmes, non, on est désolé, les femmes, c'est quand même pas des hommes comme les autres. » Donc, et qui imposent dans la sphère publique un signe qui dit clairement la femme n'a pas le droit à l'égalité. Comment vous faites dans une société dont les fondements anthropologiques sont l'égalité, quand vous avez un corps constitué qui refuse, par exemple, cette égalité, c'est l'islamisme, donc c'est une doctrine politique, et qui a de plus en plus d'influence sur une certaine partie de votre population. Comment vous faites ? Eh bien, normalement, vous avez le tiers garant, qui est le politique, qui dit, je suis désolé, la société politique est organisée sur ces bases-là, donc on ne vous demande pas ce que vous en pensez, on ne vous demande pas si vous avez des références qui, dans votre tête, sont supérieures à ça. Si vous voulez vivre ici parmi nous,
eh bien cette logique ne se discute pas. Si vous voulez être citoyen, vous en pensez ce que vous voulez, mais vous devez l'accepter. C'est ce que le politique n'est plus en mesure de faire aujourd'hui. Précisément, je recevais hier à votre place Michel Onfray, on évoquait un peu cet aspect du problème du malaise de la société française. Il disait, nous l'apprenions à l'école. Il y avait la phrase, il y avait la leçon de morale, il y avait l'instruction civique. Ça nous formait déjà, pour quand on arrivait dans la vie active, à avoir une capacité à entendre l'autre. Et puis on avait des valeurs et des principes non négociables qui nous permettent de discuter de tout. Ces valeurs-là, elles ont disparu. L'éducation nationale ne les fournit plus. On est d'accord. Ou mal. En tout cas, elle les fournit très mal, mais est-ce qu'elle peut... Voire elle les pervertit. Après, ce qui est compliqué, c'est que, par exemple, vous avez un psychiatre qui s'appelle Winnicott, qui a expliqué, en fait, la constitution de la démocratie aussi en partie par la capacité d'avoir un espace transitionnel. Et pour aider les gens à comprendre, il dit, en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire que si un enfant, on parle très souvent du doudou comme de l'objet transitionnel. Il permet quoi? De passer de la logique de fusion, où l'enfant pense qu'il est la mère, grosso modo, à la logique de séparation sans violence. Et en fait, en créant un espace, et le doudou, c'est un espace transactionnel qui fait dire, oui, entre la fusion et la séparation totale, il y a un moment du commun. Mais ça, ce que Winnicott dit, c'est que c'est pas que de l'éducation, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'anthropologique qui va naître, y compris dans la façon dont le parent va considérer l'enfant. Et il considère l'enfant comme un être autonome. Mais dans certaines cultures, l'enfant n'est pas forcément considéré comme un être autonome à part entière. Vous convenez quand même, Céline Pina, que l'école et le cadre est un sanctuaire du savoir et de la transmission. Ce n'est pas l'endroit où l'enfant exerce la démocratie, mais où il apprend à la respecter. Tout à fait. Il y a confusion des genres aujourd'hui. Mais pour ça, encore faut-il que l'école ait conscience de sa mission. Et quand vous avez des professeurs qui ne mettent en avant, en cas de conflit, que leur liberté pédagogique, comme s'ils avaient toute autorité et sur l'enfant qui leur est confié, en dehors de tout cadre institutionnel ou de tout cadre familial, vous pouvez être terrorisé quand même. Parce que c'est quoi l'ambition de ces professeurs vis-à-vis de ces enfants? De les élever pour leur donner la façon de s'insérer dans une société où ils se prennent pour des gourous. Quelle est franchement leur définition de cette liberté pédagogique qui est soi-disant intouchable quand vous voyez l'effondrement total de l'institution scolaire? Alors, vous vous dites à un moment donné, peut-être que plutôt que de mettre en avant la liberté pédagogique, vous devriez mettre en avant les outils et les capacités que vous donnez aux enfants à s'emparer de leur propre monde et à s'y intégrer. C'est qu'ils auront été mal formés, qu'ils seront passés par une mauvaise IUFM, ça n'existe plus, mais on sent bien que là, d'un très vos propos, il y a un problème dans la formation. Il y a un problème en fait de relation à la fonction où le professeur, où certains professeurs ne sont plus dans une objectivation de leur fonction, mais leur fonction est devenue existentielle et ils estiment que ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils ont à transmettre. Il n'y a plus d'espace intermédiaire. Ce sont devenus des militants. Je reçois Céline Pina, nous parlons de l'art de converser, de dialoguer, d'échanger, quelquefois de diverger, de discuter sur des opinions politiques différentes. Y a-t-il des tiers, des gardiens, j'allais dire, des arbitres, des protecteurs, des murs, des garde-fous? Est-ce qu'il n'y en a plus du tout dans le débat public et même dans le débat familial? Et appelez-nous si vous-même vous êtes confronté à des situations où que vous estimez ne plus pouvoir parler avec des gens que vous aimez, de votre famille, des amis au travail, que ça passe tout de suite dans la confrontation, la conversation politique passe au pugilat ou confessionnel, passe à la confrontation. Donnez-nous vos expériences et Céline Pina pourra vous dire qu'il y a forcément une solution pour retrouver le dialogue et le sens et l'écoute de l'autre de façon apaisée. Au 0826 300 300, Emmanuel Galasso attend votre appel. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Oui, en ce jeudi 30 avril à 13h32, vous avez toujours eu la parole, mais là, spécialement, voilà, cet instant vous est réservé. Vous qui nous écoutez, vous nous appelez, bien entendu, vous participez au débat. Je reçois Céline Pina, on parle de capacité de dialogue, d'écouter l'autre, d'entendre, voilà, j'allais dire, d'échange démocratique, de convivialité, quelque part. Est-ce qu'on peut parler de tout en France, qui était le pays de la libre pensée, de la libre parole? Est-ce qu'on peut aller loin dans la réflexion sans pour autant se traiter de nom d'oiseau, passer à l'invective et à la diabolisation? Nous avons Olivier qui nous appelle de Melun. Bonjour Olivier. Vous considérez, et vous n'avez peut-être pas tort, qu'au contraire, on est dans une époque où le dialogue est plus possible qu'autrefois. C'est ça que vous voulez nous dire?
Bonjour Périgo. Alors je dirais Monsieur Duss qu'on a une ouverture. D'accord. Elle est très faible, mais oui, il y a des choses qui sont en train de se passer tant à gauche qu'à droite. Alors là, je vais parler des politiques, pas nécessairement de la société civile, qui elle va être avec un petit temps de retard, je pense. Mais quand vous regardez par exemple Gage et Glucksmann, qui sont les premiers à dire dans la NUPES, on s'est fait avoir. Et les filles sont des affreux, je veux plus bosser avec eux et je commence à raconter ce que je trouve pas bien chez eux. À droite, le Front républicain qui est en train de se fissurer avec bonheur, parce que j'en pouvais plus de quand les mecs du RN disent qu'il pleut, les autres derrière, même s'il pleut, ils peuvent pas dire qu'il pleut parce que les mecs du RN l'ont dit les premiers, etc. C'est en train, sous la pression de la réalité du terrain qui dit que un chat est un chat et qu'on peut pas appeler ça un zèbre ou autre chose, c'est en train de se fissurer et de se mettre en place différemment. Et je pense que ça dégoulinera après dans la société civile. Et pour la société civile, je vois quand même un truc, c'est que j'avais bien aimé l'expression du Nicolas qui travaille, qui est sorti cet hiver, qui a pas duré très longtemps, mais j'avais bien aimé. Le Nicolas qui travaille, lui, il commence à devenir un peu universel en disant voilà, j'ai les mêmes problèmes que je sois juste au SMIC ou au salaire médian ou un peu au-dessus. Je bosse, je me lève. Il y a des tas de mecs qui se bossent pas et qui lèvent pas et qui gagnent plus que moi. Ça commence à se voir beaucoup. Et là, beaucoup de gens se rejoignent quand même sur cette histoire de il y a quelque chose qui va pas dans la valorisation du travail par rapport aux gens qui n'en ont pas. Nicolas, qui était la formule utilisée par François Bayrou, Premier ministre, dans un échange télévisé, où il citait effectivement le citoyen français lambda, Nicolas, autrement dit, mets-toi dans la peau d'eux, et ça sera pas forcément évident pour toi. Olivier, votre remarque est pertinente, elle fait monter un peu le débat que j'avais, qui était déjà d'une certaine hauteur, grâce à vous, Céline Pina. Effectivement, vous n'avez pas tort, et on sent qu'il y a une liberté de parole. Quelque part, on peut dire que le roi est nu, plus facilement dans les partis politiques qu'on ne le disait autrefois parce qu'il y avait des intérêts de parti. Céline Pina, il y a eu une libération de la parole en ce sens-là, vous êtes d'accord? Dans les états-majors, l'exemple Gage, Glucksmann et correspond à une réalité. Oui, mais la libération de la parole arrive uniquement quand la lutte devient existentielle. Pourquoi Gage libère sa parole ? Parce qu'en fait, il a très bien compris que de toute façon, accusé d'être un sale juif, parce que c'est quand même ça l'histoire. C'est tout à fait ça. Donc il sera lynché de toutes les façons. Il sera lynché de toutes les manières, il n'a plus rien à perdre, et quelque part, quand vous n'avez plus rien à perdre, eh bien, vous retrouvez le chemin de l'honneur et de la conviction, et donc il défend quelque chose de très fort. Mais malheureusement, c'est très bien qu'il a déjà perdu au sein du Parti socialiste. Donc ça, c'est cruel. Mais ce qui est très intéressant dans la parole là qui est dite, c'est de dire en fait, rien ne peut empêcher l'irruption du réel. Donc le réel finit par forcer la porte et rentre de plus en plus dans le débat public. Mais ce faisant, il augmente le degré d'invective. Autrement dit, plus le réel vous pousse à être dans une situation inconfortable, plus au lieu d'accepter la tension et d'essayer de la résoudre, vous allez essayer de dire non, ça c'est inacceptable, et de revenir vers une vision extrêmement morale. Donc le réel, par exemple, il met l'immigration sur la table, il met la sécurité sur la table, et à gauche, vous allez dire non, vous êtes tous des fachos, et à droite, ça peut être aussi une forme de rejet de l'accueil de l'autre qui peut de temps en temps avoir aussi des relents désagréables. Pour autant, Céline Pina, Olivier dit vrai quand il dit effectivement le Front républicain, c'était le rempart sacré qui allait empêcher la France de basculer dans le fascisme. Donc c'était quelque chose d'intouchable. Oui, et les propres auteurs du Front républicain ont fait les parler, mais c'est une escroquerie sans nom. Il n'y a rien de plus antidémocratique. Ils ont mis quand même 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on sait que c'est une escroquerie sans nom. Ils mettent 20 ans à le reconnaître. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent au bout du bout. C'est-à-dire que même ceux qui disent, on prend en disant, on va mettre Édouard Philippe, ça va être la carte qui permettra de refaire du Macron sans dire qu'on refait du Macron. Eux-mêmes ont compris que derrière, il n'y aurait pas de majorité et que donc ça mettait la France dans un total immobilisme. Et c'est en fait ce qui fait l'irruption du réel, c'est l'immobilisme et le fait d'être dans une impasse politique qui fait encore plus peur que d'accepter le réel. Olivier, la précision de Céline Pina vous convient ? Alors oui, j'apporterai une petite nuance quand même en la réalité de la commission sur l'audiovisuel public. Oui. Je suis d'accord avec le préambule, mais n'empêche que quand on a des choses réelles qui arrivent, les chiffres sur les frais de bouche, le salaire des finances, le monsieur Ngayat qui a 2 temps plein
qui est détaché depuis 8 ans à la mairie de Paris, qui continue de toucher 100 000 euros par an de la part de France Télévisions alors qu'il n'y fout plus les pieds. Là, c'est du réel, mais du coup, avec ce réel-là, les gens ne s'investissent plus. Et c'est-à-dire que là, vous pouvez pas faire autrement que de dire, ok, là, franchement, je me rendais pas compte, je vais peut-être revoir mon point de vue. Et quand les gens crient au loup, je prends le wokisme par exemple, qui est une idéologie qui n'est pas partagée par énormément de gens, mais les gens en question faisaient tellement de bruit qu'on avait l'impression que c'était une réalité qui emportait l'adhésion d'une très grande partie de la population. Et donc, effectivement, quand vous disiez non, je suis contre le wokisme, intuitivement, on allait dire tu vas te prendre un retour de flamme parce qu'on peut plus dire ça. Mais il y avait que 10 personnes qui pensaient réellement que le wokisme était un truc intéressant. C'est vrai, Olivier. Et on est en train de se rendre compte que ces 10 personnes ne sont plus que 10. L'intensité du décibel peut être quelquefois une opinion politique. Non, ce qu'il montre, c'est quand même le décalage entre ce qu'on a appelé la gauche culturelle, l'emprise de la gauche culturelle sur tout ce qui était monde médiatique et la façon dont la réalité s'impose. Et ce décalage-là, il existe encore dans la commission audiovisuelle parce que là, on voit comment ça a été reçu dans le peuple ou chez les gens. Donc l'ARCOM, entendu, oui. Quand vous regardez la portion supérieure, les élites très très parisiennes, vous avez au contraire une réaction très forte contre Charles Aloncle, mais qui n'a pas pu aller au bout pour la simple raison, c'est que ces élites sont déconsidérées et qu'elles ne pouvaient pas aller contre ce qui avait infusé à l'intérieur de la population, qui était, on atteint quand même un degré de scandale très important. Ça ne remettait pas forcément en cause l'idée qu'il puisse y avoir un secteur audiovisuel public, mais l'idée que tel qu'il fonctionnait à l'heure actuelle, il ne répondait plus à ses missions. Et en plus, c'était une gabegie, voire une forme de raquette insupportable. C'est vrai qu'il y a aussi une fracture sociale un petit peu idéologique qui joue là-dessus. Mais merci Olivier pour votre intervention. Je reçois Hervé d'Antony. Alors vous, Hervé, vous mettez un peu plus les pieds dans le plat. Vous partez du principe que quand même la gauche est un peu plus intolérante au dialogue que la droite. Vous connaissez qu'il y en a partout, mais la gauche a un petit avantage dans l'intolérance, c'est ça? D'autant plus, si vous voulez, que la gauche culturelle, comme vous dites, ou la gauche socialiste, alliée d'ailleurs aux macronistes et à l'extrême gauche, détient la réalité du pouvoir dans les médias, et notamment le service public. D'autre part, si vous voulez, ce qui est épuisant dans les discussions, c'est que les termes ne sont jamais définis. Par exemple, le terme extrême droite, moi je crois bien qu'on me dise ce que c'est que l'extrême droite en 2026 par rapport à l'extrême droite en 1922 en Italie et alors le mot fascisme, c'est pareil, le fascisme il n'existe plus. Seulement vous avez une petite élite alors là d'extrême gauche qui notamment artistique et autres qui essaye de faire passer l'idée que il y aurait le fascisme. Moi je vois pas sociologiquement, je ne vois personne si vous voulez avec des thèses de fascisme. D'autre part, le fascisme est défini notamment par l'intolérance et la violence et serait plutôt l'intolérance et la violence à l'extrême gauche, c'est-à-dire LFI. C'est vrai, c'est une réalité. Et dans cette antenne, je me suis souvent évertué à rappeler le sens du fascisme, du nazisme, du trotskisme. Voilà. Alors, ne serait-ce que par respect des gens qui en ont souffert. Voilà, ne banalisons pas le fascisme. Si c'était que ça, c'était donc pas si grave. Cécile Pina. Il y a même pire que ça. Il y a un monsieur qui est un spécialiste, en fait, de toutes ces questions-là, notamment de l'extrême droite, qui s'appelle Jean-Yves Camus, qui est un homme d'une honnêteté exemplaire. Que j'ai reçu à cette place il y a un mois. Exactement. Voilà, moi c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration pour sa droiture. Il s'en est pris plein la figure. Et cet homme s'en est pris plein la gueule tout simplement parce que au regard des critères dont monsieur vient de parler, quand on lui a demandé si le RN était un parti fasciste, il a dit non. Et il l'a argumenté. C'est un scientifique, ce n'est pas un politique, donc il l'a argumenté de façon scientifique et on lui est tombé dessus en l'accusant de banaliser l'horreur. Voilà. Et ça a été la même chose, par exemple, pour Olivier Pétré-Grenouillot, quand il a montré l'extrême violence, et il n'a jamais nié la violence, par exemple, de l'esclavage, de la traite transatlantique. C'était pas les Blancs qui l'avaient inventé. Voilà, mais et puis il a aussi parlé de l'horreur de l'esclavage arabo-musulman. Eh bien, cet homme a été attaqué, déconsidéré, alors qu'il ne faisait pas de politique. C'est un scientifique et qu'il amenait des preuves et qu'il argumentait sur tout ce qu'il expliquait. Il vit encore sous surveillance, sous protection. Est-ce que le fait d'en arriver à ce niveau d'anathème et de dénigrement ne révèle pas une faiblesse argumentaire? C'est-à-dire que finalement, oui, le RN, on a besoin de le combattre. Le combattre sur les idées, on n'aura peut-être pas forcément les arguments parce qu'il parle du réel.
Le RN, c'est la souffrance de l'ancien électorat de gauche. Et donc, pour rendre crédible notre opposition, il faut passer à la terminologie extrême, c'est-à-dire raciste, fasciste, xénophobe. Je pense que c'est même pire que ça. C'est quand vous ne savez pas qui vous êtes, où vous habitez, ce que vous voulez, seul l'ennemi peut vous aider à vous définir. Autrement dit, ce sont des gens qui n'ont plus aucun projet, donc leur seule manière... C'est un effet miroir. Oui, leur seule manière d'aller vers la politique, c'est d'aller vers le contre, c'est d'aller vers la dénonciation, parce que eux-mêmes n'ont rien à dire. Ce qui signifie que leur vision de la politique, c'est de dire, une fois que j'aurai éliminé l'ennemi, eh bien, vous savez, c'est l'idée des lendemains qui chantent. Sauf que ça veut dire que vous ne voyez le bonheur politique que par le massacre de masse. Parce que, avant d'avoir les lendemains qui chantent, il va falloir éliminer les méchants. Tout simplement parce que vous ne voyez le monde qu'en ami-ennemi et pas du tout en projet, en capacité de construire, en solidarité humaine qui vous permet de vous développer, de créer des sociétés dans lesquelles on peut être disons, avoir la quête du bonheur qui est annoncée, je pensais, dans la déclaration américaine, par exemple. C'est assez drôle, c'est de dire, la société politique, elle va pas résoudre tous les problèmes, mais elle va vous permettre de vivre dans une certaine sérénité qui vous permettra de mener vos propres quêtes. Mais pour ça, encore faut-il avoir un commun partagé. La question aujourd'hui, c'est peut-être, qu'est-ce qu'on a encore en commun? Et est-ce qu'on peut le définir? On va continuer à en parler. Merci Hervé, vous avez permis à Céline Pina d'affiner son propos. Vous restez avec nous à l'antenne, vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. Alors là, à partir de maintenant, c'est open bar, vous pouvez intervenir sur l'actualité sur Sud Radio, dans cette émission où des faits et gestes que vous avez entendus. Céline Pina, vous voulez rester avec nous? Aucun problème. Et vous participez au débat, voilà. Alors à tout de suite au 0826 300 300. On attend vos appels. Je vois Emmanuel Galasso, il est à l'affût. Il est prêt à se jeter sur son combiné téléphonique S63 modèle 32 pour répondre à vos appels pertinents. Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. La France est dans tous ses états parce que je reçois Céline Pina et que nous abordons des sujets qui fâchent ou qui défâchent, bien entendu. Voilà, la capacité de dialoguer, de diverger, de rencontrer quelqu'un avec lequel on n'est pas d'accord et de continuer quand même dans un dialogue constructif. Il en sort toujours quelque chose quand on n'est pas d'accord, sauf si on considère que l'autre est un salaud, un con ou un nul. Hervé, vous êtes toujours avec nous ? Toujours, oui. Alors Hervé, quand vous dites, voilà, on a compris que vous trouviez que la gauche était plutôt intolérante que la droite, j'ai l'impression que vous-même, vous avez plutôt une sensibilité de gauche et que vous le regrettez. Oui. Je suppose. Non, mais je suis un peu comme Céline Pina. J'ai épousé aussi, si vous voulez, la pensée contemporaine, et donc je suis passé par toutes les sensibilités politiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, alors quand vous parliez que aujourd'hui, certains considèrent les autres comme un ennemi, mais je dirais c'est vieux comme la Révolution française, parce que c'est ce qui se passait sous la Révolution française. Céline Pina tout à l'heure a parlé de massacre de masse, mais la terreur, c'était ça. C'est-à-dire qu'on considérait que celui qui était en face de vous n'était pas un opposant, mais un ennemi, et même un suspect. À partir du moment où vous acceptiez du bout des lèvres les thèses de ceux qui étaient au pouvoir, vous étiez considéré comme un contre-révolutionnaire, un anti-républicain, vous étiez guillotiné. Il y a une loi de culpabilité, on dénonçait quelqu'un, tribunal révolutionnaire, Fouguet-Taville, hop, guillotine terminée. Ça en emballé, c'est pesé, c'était vite réglé, cette affaire. Il y avait pas de... Vous vous rendez compte qu'en 2 mois, il y a quand même eu 1260 exécutions à Paris en particulier, avec la Grande Terreur. Donc, et ça, si vous voulez, c'est vrai qu'on le passe sous silence, et comme on passe sous silence aussi le fait que sous la Révolution, il n'était pas bon d'être journaliste ou comédien ou directeur de théâtre. Ils étaient poursuivis et on faisait réécrire les textes. Ou intellectuel sous Staline ou sous Pol Pot. Évidemment, ils suivent le modèle de la terreur, Lénine et Staline, bien sûr. Je faisais observer à Céline Pina hors antenne, et des profs d'histoire m'avaient dit ça. Nous avons en France une spécificité qui est la plus grande fracture sociale en termes de tragédie, qui est les guerres de religion dans un même texte d'amour et de compassion qu'est l'Évangile, une guerre civile absolument monstrueuse avec des massacres abominables. Il en est resté dans la société française une spécificité qui ferait que l'autre, plus qu'ailleurs, en France, l'autre est un salaud. L'adversaire est un type qu'il faut détruire, qu'il faut dénigrer. Est-ce qu'on est un petit peu confronté à cette guerre de religion, en fait, cet état de guerre civile permanente? On n'est plus dans la confrontation, on est dans la dénonciation. En fait, l'état de guerre civile larvé a été théorisé.
si on prend Carl Schmitt, pour lui, Carl Schmitt, finalement, pour lui, c'est très clair, la ça. politique, c'est de la guerre civile Voilà. larvée, puisque ça ne peut passer que par une dichotomie ami-ennemi. Mais j'allais dire, c'est une vision particulière de la politique, probablement celle qu'avaient les révolutionnaires, probablement celle qu'ont un certain nombre de personnes. Mais il y a d'autres visions de la politique. Si vous prenez Hannah Arendt, par exemple, elle va vous dire, mais pas du tout, en fait, la politique, c'est pas du tout de l'ami-ennemi. La politique, c'est un espace qui s'ouvre justement entre l'amitié et l'ennemi, dans lequel vous construisez ensemble, d'abord parce que finalement c'est la seule manière de vous protéger. L'homme est faible, donc il ne peut avoir de protection que collective, et donc en fait construire ensemble, c'est aussi une protection, c'est aussi une solidarité. Ça ne passe pas que par la domination et la violence. Donc ça va être les premières réponses, et elle va vous dire, la politique, c'est ce qui permet à la différence d'être féconde et non pas de se terminer en élimination réciproque. C'est intéressant, cette vision. Elle est réelle, cette vision aussi. Vous avez une autre vision qui va être celle de Legendre, qui est plus psychanalytique, qui va être de dire, mais en fait, la politique, c'est l'irruption du tiers. Quand vous êtes deux face à face, c'est pas de la politique, c'est de la guerre. Pour qu'il y ait politique, il faut qu'il y ait une triangulation et qu'il faut qu'il y ait l'irruption du tiers, parce que la politique, c'est pas un contrat. Le contrat ne peut être garanti entre deux personnes que s'il existe un tiers garant. Donc, il y a une transcendance en politique qui est l'État-nation, qui peut être l'autorité religieuse, par exemple. C'est celle qui garantit à la fois le cadre et la nature des liens. Si vous n'avez pas de tiers garant, alors oui, face à face, il n'y a que le rapport de force. Donc, il y a différentes manières d'envisager la politique. Quand vous êtes dans un rapport en face à face, vous avez toujours un pur et un impur, et la question du pur est d'éliminer l'impur. Voilà pourquoi, à terme, la logique ami-ennemi, ça se termine en administration de la violence. Et c'est celui qui réussit à atteindre le sommet de la chaîne alimentaire qui finit par purger le reste. Ça ne mène pas très loin. En revanche, la question du tiers garant, elle a permis les sociétés démocratiques. Est-ce que c'est pas aujourd'hui ce qui est en train de disparaître, autrement dit la logique du tiers garant, et là et la logique aussi quelque part du respect de la connaissance et de la fonction et de la distinction entre l'être et la fonction. La distinction, c'est ce que je vous disais en disant, quand on est citoyen, on doit pouvoir accepter de discuter de ses désaccords, parce qu'un désaccord, c'est pas une façon de vous amputer d'une partie de vous-même. À condition, Céline Pina, que les valeurs de tolérance aient été intégrées au processus éducatif, évidemment. Oui, c'est-à-dire que, et c'est là où on retombe sur l'impératif culturel, c'est-à-dire l'impératif démocratique qui demande l'intégration de la norme. En revanche, dans les sociétés, par exemple, brutales, ou dans les sociétés là où vous avez des empires, très souvent on va dire, la norme, c'est pas la peine de l'intégrer, pour ça il y a une police, si vous dérogez, elle vous massacre et vous restez dans le droit chemin. Alors ce sont deux formes de sociétés très différentes. Nous avons en ligne Simon qui nous appelle de Villeneuve de la Rao. On est en plein dans le sujet. Et vous, Simon, vous nous dites, je ne vais plus trop loin dans mes discussions politiques parce que ça se crispe vite. C'est systématique ou non, Simon? On passe à la confrontation dès qu'on aborde la politique. C'est le sujet qui fâche par excellence? Tout à fait, vous le voyez bien. De toute façon, quel que soit au long des plateaux, on dit très bien que les discussions qu'il faut éviter, premièrement en famille et peut-être entre amis, c'est les discussions politiques. Bon, de toute façon, pour résumer un peu la chose, la gauche, c'est le camp du bien, donc tout est permis, et la droite, c'est le camp du mal, donc il faut essayer quasiment de les éliminer physiquement. On le voit bien, hein, il y a de nombreux exemples, et on voit bien que aucun argumentaire n'est avancé quand on veut combattre son pseudo-ennemi. Moi, c'est le terme que j'emploierai pas, son contradicteur. On dit bien en termes latins la disputation, donc il veut dire la discussion, l'échange, et tout échange est constructif, même s'il y a des oppositions formelles. Simplement, c'est que quand on ne laisse pas la liberté de pouvoir s'exprimer, on disqualifie, donc on le traite de xénophobe, de fasciste, et de tous les termes qui effraient tout un chacun, de telle manière à ne plus avoir à argumenter, et donc comme ça, me dire vous n'existez pas parce que vous ne méritez pas d'exister. Voilà ce à quoi on est confronté malheureusement.
Céline Pina, même dans une conversation entre amis ou familiale, on a ces clivages qui s'installent, et là où il n'y a pas forcément de confrontation politique, parce qu'on n'est pas forcément appartenant à un parti ou à un autre, le ton monte parce que la divergence d'opinion de l'autre devient insupportable à celui qui l'entend. Mais imaginez, je prends un cadre réel, par exemple, vous avez quelqu'un d'assez âgé avec une jeune fille ou un jeune homme. La jeune fille, elle est à Sciences Po, on lui a mis la tête comme un couscoussier en lui disant il y a un génocide qui est en train d'être commis. Elle arrive chez ses parents et ses parents lui disent je suis désolée, mais il y a des définitions, donc il n'y a pas de génocide. Elle a l'impression que si elle se rend à ces arguments-là, elle abandonne des gens en train de se faire massacrer, et en face, ses parents sont abasourdis en disant on lui paye des études, cette dinde n'a aucune connaissance historique, aucune connaissance en sciences politiques et se permet encore de pérorer. Et vous arrivez à un moment où les gens ne peuvent plus parler ensemble, parce que pour la jeune fille, reculer, c'est faire croire que finalement ses opinions ne la définissent pas et qu'elle s'en fout, que c'est quelque chose d'extérieur à elle, alors qu'elle a besoin de montrer à quel point elle est dans le bien. Et pour les parents, c'est voir l'intégrisme de cette jeune femme où ils se disent mais qu'est-ce qu'on a raté et pourquoi on paye des études pour qu'elle soit à ce point-là caricaturale. Donc vous avez en plus derrière une inquiétude sociale qui est les parents en train de se dire mais quels enfants on a laissés au monde, et comment est-ce qu'on va sauver finalement notre civilisation si l'éducation la plus élitiste aboutit aux excès et à la bêtise la plus totale. Et dans cette incompréhension-là, oui, vous avez toutes les violences qui peuvent naître, parce que plus personne ne peut se projeter dans l'avenir. Les parents se disent c'est foutu, même l'éducation n'arrive pas à les élever. Quant aux enfants, ils sont dans une telle logique de pureté que de toute façon, ils seront jamais assez purs à leurs propres yeux, et qui vivent dans une société tellement impure qu'ils ne peuvent que la rejeter. Quand vous construisez des mondes pareils, vous envoyez votre société politique dans le mur, et c'est ce que l'on perçoit intuitivement. Enjeu essentiel, merci Céline Pina d'être venue, enjeu essentiel dont dépend notre capacité à vivre ensemble dans ce pays, surtout dans une république sociale et laïque. Rappelé, vivre ensemble, c'est pas s'aimer, se supporter c'est déjà pas mal, et s'accepter c'est déjà très bien. Alors supportons-nous avec le cœur joyeux. Voilà, merci Céline Pina d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, C'est Biens Essentiels. Quelle maison d'édition ? Bon, on le retrouvera sur Internet. Céline Pina, C'est Biens Essentiels, vous retrouverez la maison d'édition. Le débat continuera, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler prochainement. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse en compagnie de Brigitte Lahaye, qui elle aussi va être dans un dialogue, mais beaucoup plus sentimental et beaucoup plus affectueux. Et puis nous nous retrouvons lundi. Demain, c'est André Berthoff qui prend les commandes de la France, tous ses États. Et je sais que Julien Delmas et Emmanuel Galasso vont passer un week-end absolument exceptionnel. Et nous allons profiter de ce beau soleil. Alors, petit dérèglement climatique, c'est plutôt un soleil d'été, mais la lumière de la France et de la campagne française est belle. Merci. Alors nous, on a fait la guerre, et maintenant, ils vont faire l'amour, c'est très bien. Et voilà. Et en tout cas, tout ça avec un esprit pacifique, on va faire la paix. Merci à tous. À très bientôt. Vous restez sur Sud Radio, bien entendu.